Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Voilà, comme vous le voyez, petite nouveauté pour cette première vidéo 2017 du site du tennis belge. On a un petit générique, très Stranger Things dans la musique. On remercie de toute façon déjà Nicolas pour le travail qu'il a accompli, à la fois sur la musique, celui qui a composé, et sur la bannière. Pour le reste, donc aujourd'hui nous allons parler de l'Australian Open, c'est pour ça qu'on est réunis. Nos pronostics, et on va commencer tout de suite avec les joueurs. Oui. On va commencer comme chaque fois avec David Goffin, qui donc a tiré un qualifié au premier tour, l'américain Riley Opelka, ancien très bon junior, puisqu'il a été numéro 4 mondial chez les juniors, il a gagné Wimbledon. C'est un énorme serveur, énorme aussi physiquement, 2m11, 100 kg, donc c'est le plus grand joueur du circuit, c'est un beau bébé comme on dit. Il est sorti des qualifications sans perdre une seule fois son service, donc ça va être David va être bombardé, ça c'est certain. Bon, on sait qu'il a un bon retour. Je pense quand même qu'il va s'en sortir parce qu'il a l'expérience derrière lui. Généralement, il aime assez bien jouer les gros serveurs. C'est vrai. Mais il devra être attentif, s'il arrive à réaliser le break, à rester très attentif derrière et à ne pas se déconcentrer, ce qui était son petit péché mignon, surtout l'an dernier, de parfois lâcher le grip qu'il avait sur l'adversaire au moment où il l'avait, et ça lui a parfois coûté cher. Oui, donc maintenant David a aussi l'expérience quand même pour contrer ce genre de joueur. Oui, et puis c'est un jeune joueur, il n'a presque pas encore joué sur le grand circuit. Son grand fait d'armes l'an dernier, c'est quand même le Challenger de Lexington, où il a battu un certain Ben Hollmans en finale. Au troisième set tie-break, pas très étonnant entre deux grands serveurs. Mais donc c'est quelqu'un qui est en progression et qui est probablement un des bons joueurs en devenir qu'il faudra surveiller sur le circuit. Voilà. Derrière David, Steve. Oui, Steve qui joue aussi un très gros serveur, Sam Groth, l'Australien, donc qui est sur cette terre, mais qui n'est plus le joueur qu'il était il y a 2 ans. Il a connu une année 2016 très moyenne. Donc je pense, à part un Challenger à Las Vegas où il était en finale, ou qu'il a gagné je pense, il n'a quasiment rien fait de la saison, donc il n'est certainement pas en grande confiance. Par contre, c'est le type de joueur que Steve n'aime pas. Steve a besoin de rythme, il aime bien avoir des joueurs qui donnent du rythme, et avec Sam Groth, ça ne va pas être le cas. Mais je pense quand même qu'il va s'en sortir. Bah, très clairement, au niveau du jeu, Steve est très supérieur à l'Australien, il n'y a pas de doute. Au niveau du fond de cours, il va le dominer. Maintenant, il va falloir arriver à le retourner. Oui, tout à fait. Et c'est la plus grande complication face à un tel type de joueur. Et c'est un tournoi où Steve n'a encore jamais réussi à passer le premier tour. Maintenant, je pense que son approche a été différente aussi. Cette année, il est allé faire un challenger, enfin un ATP puis un challenger sur place, donc il est habitué cette fois à la chaleur. Il est au point physiquement, ça on a déjà assez dit l'an dernier que physiquement il avait vraiment fait de très gros progrès. Il est en forme, il a fait une belle demi-finale en challenger. Donc... Un quart avant, ou deuxième tour Deuxième tour, mais il avait... Oui, c'est quand même un bon résultat. Et par contre, Groth, je pense, n'est pas non plus, n'a rien fait de très spécial durant cette préparation. Il n'a pas non plus énormément de résultats à l'Open d'Australie. Il a fait un 3e tour en 2015, c'était sa grande année 2015, mais à part ça, voilà, c'est pas un joueur qui est forcément boosté devant son public. En tout cas, il avait tendance à balancer un match quand ça ne tourne pas en sa faveur. Il avait joué contre David aux Jeux Olympiques et oui, pendant un petit temps il a tenu le coup, et puis après on avait vraiment l'impression qu'il n'y croyait pas, quoi. Donc je pense que mentalement, effectivement, il est assez fragile. Donc voilà, ça c'est pour les garçons. Enfin, en qualification chez les garçons, malheureusement, il n'y a pas eu d'exploit. Seuls Yannick Reuter et Kimmer Coppejans ont franchi le premier tour. Kimmer avait sa chance au 2e tour. Oui, il aurait pu rencontrer Arthur De Greve d'ailleurs, puisque ils auraient pu se rencontrer au 2e tour, mais malheureusement ils perdent en 3-7 également, mais comme Arthur. Tous les deux contre le même adversaire, le russe. J'oublie le nom aussi, mais qui est un jeune espoir russe qui joue pas mal. Donc voilà, pour Yannick Reuter, c'était un petit peu plus compliqué quand même au 2e tour. Oui, c'est déjà pas mal d'avoir passé le premier tour, je pense. C'est vraiment un des très grands espoirs du tennis mondial, donc
c'était difficile. On peut peut-être donner quand même un petit mot sur le tableau de David après. Oui, tout à fait. Donc deuxième tour, on disait Tursunov, mais moi je pense plutôt que ça va être le qualifié qui est Stepanek, l'inusable Stepanek, qui, attention, pourrait poser des problèmes à David parce qu'on sait qu'il a énormément de métiers évidemment, il a un jeu totalement atypique. Maintenant je ne pense pas qu'il tiendrait la longueur sur 5-7, mais il pourrait embêter David pendant un petit temps quand même. Stepanek, si mes souvenirs sont bons, le tout premier Roland Garros qui est resté longtemps dans les esprits de David. Il l'a joué, oui, tout à fait, oui. C'était la tête de série qu'il a battu d'ailleurs à l'époque, il était dans le top 20. Oui. Et troisième tour éventuel, ce serait Karlovic, donc là c'est évidemment toujours au conditionnel, donc à nouveau un gros serveur. Un peu le même profil qu'Opelka, effectivement. Oui. Et si tout se passe bien, un 8e contre Dominic Thiem pour une revanche de Roland Garros. Une belle revanche et un match très attendu. Un match ouvert, mais ouvert ça veut dire que chacun a sa chance évidemment. Et un éventuel cas ce serait contre Djokovic, qui attention à un premier tour difficile avec Verdasco, qui a failli le battre la semaine dernière. Donc. Pour les garçons, on peut dire malgré tout que le tirage est plutôt favorable, tous les deux sont favoris de leur premier match. Pour les filles, c'est tout autre chose. Oui, c'est tout à fait l'inverse, effectivement. Kirsten Flipkens qui tire Johanna Konta, qui est en pleine forme, elle vient de remporter le tournoi cette semaine. Sydney, elle était demi-finaliste l'an dernier ici. On sait qu'elle est née en Australie, donc bien qu'elle ait la nationalité britannique, elle est sur ses terres, en quelque sorte. Donc elle aura certainement le public avec elle, on sait que le public australien peut être chaud. Maintenant, c'est un jeu qui convient assez bien à Kirsten, puisqu'elle a battu Konta l'an dernier sur dur. Mais je pense que la clé résidera vraiment dans le début de match. Si elle n'arrive pas à faire douter Konta en début de match, elle risque de se faire même balayer. Si elle arrive à la faire douter, peut-être que Konta va commencer à penser au point qu'elle a à défendre, etc. Donc, c'est pas infaisable. Avec Kirsten, on a déjà eu de très bonnes surprises, mais elle est quand même clairement l'underdog dans ce match. Konta est une joueuse qui a vraiment pris une toute autre dimension l'année dernière et c'est vraiment peut-être une des favorites du tournoi, en tout cas une des outsiders, peut-être pas un top favoris, mais une qui pourrait créer la surprise. Qu'on attend en tout cas très loin dans le tableau. Donc voilà, vraiment très mauvais tirage pour Kirsten. Janina, bon, elle ne joue pas une top 10, mais c'est pas forcément un tirage si facile non plus. Non, c'est une joueuse qui est un peu moins bien classée qu'elle, mais qui a été dans le top 10, Lucie Safarova. Finaliste à Roland Garros. Oui, tout à fait. Très très bonne joueuse. Elles en sont à 1 dans le tête-à-tête. Donc Janina ne part pas battue d'avance. C'est peut-être mieux qu'elle ait un tirage difficile. On en avait parlé dans notre petite perspective 2017 que pour Janina, il valait peut-être mieux parfois tomber contre des favorites. Donc c'est peut-être pas plus mal. Avec elle, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, mais son début de saison n'est pas terrible non plus. Et Safarova, oui, on l'a dit, ancienne top 10, et vraiment une joueuse qui, quand elle est en forme, parce que si elle a reculé aujourd'hui, c'est vraiment uniquement parce qu'elle a eu un gros pépin de santé, quand elle est en forme, sur un match, c'est difficile très difficile à jouer. Et en plus, même si Janina a franchi cet écueil, c'est Serena Williams ou Bencic, parce que Serena a un premier tour très difficile, et on sait que ces premiers matchs sont justement les plus périlleux pour elle, souvent. Mais bon, Bencic n'est pas forcément une meilleure nouvelle que Serena Williams, ça va pas beaucoup mieux en tout cas. Après, limite, Serena Williams, elle a déjà prouvé par le passé que quand elle avait justement un tirage très difficile comme ça, un tirage que tout le monde aurait vraiment aimé éviter, un Bencic qui n'est pas tête de série, c'est vraiment un poison. Elle a déjà prouvé par le passé que dans les premiers tours, si elle avait ce genre de tirage, elle était particulièrement concentrée pour ce match-là. Et parfois, elle pouvait perdre face à des moins bonnes joueuses juste derrière. Oui, c'est vrai. Donc, un match où elle est super concentrée, où elle va aller chercher Bencic, on pourrait espérer un match avec une petite baisse de concentration pour Serena au deuxième. Enfin bon, ça c'est vraiment des suppositions, des supputations sur le futur. On n'en est pas là. D'abord le premier match, évidemment. C'est ça l'essentiel. Petit mot sur les qualifications.
Il y avait donc que Marina, mais Marina Zanevska, elle est allée au troisième Au tour. troisième tour, elle a eu un mauvais tirage malheureusement, parce que Bartel, le troisième tour, c'était du costaud. Oui, c'est une ancienne top 30, Oui. donc difficile. Avec beaucoup d'expérience. Bon, je pense qu'elle a fait ce qu'on pouvait attendre d'elle. Elle a eu du mal sur 2 fois en 3-7, mais elle prouve qu'elle a du caractère. Un troisième tour de qualif, ça reste décevant évidemment pour elle. On espère toujours arriver dans le tableau final. Mais je pense que c'est encore une bonne expérience et qui prouve qu'elle est vraiment sur le bon chemin pour arriver dans le top 100. Oui, ça reste des points à prendre qui sont toujours bons, Oui. même en qualif, il y a des points. Et elle est déjà sortie 4 fois les qualifs de Grand Chelem, donc elle aime l'exercice, Oui. ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc effectivement, c'est la preuve qu'elle a du caractère, comme tu dis. Et l'autre joueuse qui devait normalement disputer les qualifications, c'est Elise Mertens. Elle n'a pas pu se rendre à Melbourne puisqu'elle était toujours en course à Hobart. On en parlait un tout petit peu. Il y a eu un match un peu particulier là, face à Vickery au deuxième tour à Hobart. Vickery qui était dans la même situation qu'elle, qui avait envie de partir rapidement d'Hobart pour rejoindre les qualifications à Melbourne. Oui, et bien mal lui en a pris, puisque finalement Vickery a perdu au premier tour de qualif. Alors qu'on sait maintenant qu'Elise est allée au bout à Hobart et elle va s'installer dans le top 100 durablement. Et à moins de vivre une saison cauchemardesque à partir de maintenant, elle est assurée de jouer les 3 prochains Grands Chelems sans passer par les qualifs. Oui, c'est vraiment un choix particulier. Moi, je n'ai pas compris. Apparemment, Elise aussi aurait bien aimé déclarer forfait, plutôt abandonner. Peut-être que le fait d'avoir un quart contre Kiki Bertens leur faisait peur, ils se sont dit on arrivera de toute façon pas plus loin. Oui. Et c'est un peu, pour un quart, c'est peut-être un peu gâché, mais non, Elise a sorti un grand match en demi, un grand match en quart, enfin en demi aussi, mais son adversaire était beaucoup moins relevé. En finale encore, elle balaye Niculescu, donc oui, c'est bien qu'elle ait pu rester au bar, bien sûr. Oui, c'est un choix vraiment très particulier parce que même pour un quart de finale, je pense que ça vaut la peine de rester, de prendre les points d'un quart de finale plutôt qu'une élimination au premier tour des qualifications à Melbourne. Ce sont 2 joueuses qui sont aux alentours de la 120e place ou Vickery un petit peu moins, et qui ont besoin de ces points pour rentrer dans le top 100 rapidement. Comme tu dis, Elise, grâce à ce parcours, elle jouera Roland Garros, c'est sûr. Oui. Wimbledon très probablement aussi. Bon, l'US Open, là, ça dépend, elle a quand même des points à défendre sur le gazon avant. Mais normalement, même si elle ne joue plus d'ici là, elle joue Roland Garros, elle joue Wimbledon, quoi. Donc, aller partir rapidement pour jouer des qualifications de l'Open d'Australie, alors qu'elle avait la possibilité de gagner les points là pour aller à Roland Garros et à Wimbledon directement dans le tableau final, oui, je ne comprends pas le choix de Vickery, ça reste vraiment obscur pour moi. Enfin, mais c'est pas grave, on ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre, et tant mieux pour Elise, mais avec la forme qu'elle a tenue toute la semaine, je pense qu'elle aurait de toute façon battu Vickery. Oui, elle l'avait battu en qualif d'ailleurs déjà, donc elle était lucky loser, puisque déjà là, le tableau avait été très très affaibli. Toutes les joueuses qui étaient au dernier tour de qualification se sont retrouvées dans le tableau final, vu le nombre de forfaits juste après le tirage du tableau déjà. Dernier petit point tout de même, on n'a pas encore les tableaux, mais il y aura peut-être des joueurs en double. Oui, et là on verra Elise justement. Elle va jouer avec l'américaine Kiriko, donc elle sera quand même sur place. Voilà. Et puis Kirsten et Yanina vont jouer, pas ensemble malheureusement. Kirsten qui joue avec Sarah Errani, ancienne vainqueur de plusieurs grands chelems avec Roberta Vinci, donc c'est une paire qui pourrait être intéressante à suivre. Et il y aura également un joueur en junior, oui, seul, tout à fait. Zizou Vierks. Intéressant aussi parce qu'il sera tête de série. C'est pas si souvent qu'on a un joueur tête de série en junior. Non, effectivement. Et, on sait que l'Australian Open a souvent réussi à nos jeunes. Elke Plestex avait été en demi-finale. Puis Sophie Mestak l'a remporté. Donc, on peut espérer un beau parcours de Zizou. On avait parlé qu'il avait fait un bon parcours en double à l'US Open. Maintenant, espérons qu'il fasse la même chose en simple ici. Voilà. Et le dernier joueur dans les tableaux, ce sera Joachim Gérard en wheelchair. Chez lui, à son niveau maintenant, il va viser la victoire, ce qui ne veut pas dire qu'il l'aura, mais ses ambitions sont claires, c'est de remporter un grand chelem. Oui, on a déjà répété à chaque grand chelem,
Les tableaux, c'est 8 joueurs seulement, les 8 meilleurs mondiaux. C'est vraiment le top niveau, il n'y a pas de match facile, même au premier tour. Donc il peut aussi bien perdre au premier tour qu'aller remporter le tournoi. Bon, troisième mondial, troisième tête de série, il sera quand même parmi les favoris. Oui. On peut espérer. Qui sait, son premier titre, ce serait vraiment beau d'aller gagner là-bas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de l'Open d'Australie. On se reverra une fois que le dernier Belge est éliminé. On essaiera de faire une petite vidéo de récapitulatif de tout ce qui se sera passé durant cette quinzaine australienne. Et après ça, il y aura un carnet de notes. À bientôt. À bientôt.